Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Musée d'Histoire de Marseille pour cette table ronde intitulée « La publicité est-elle l'ennemi de l'information ?» Et je vois qu'il y a des membres du comité scientifique qui peuvent présenter en quelques mots le festival si vous ne le connaissez pas. Oui, je vais être très très bref. C'est juste pour dire que donc c'est une des nombreuses manifestations organisées dans le cadre du festival Aller Savoir, qui en est à sa 6e édition, qui est organisée donc par l'EHESS avec le concours de la ville de Marseille, et qui a pour but de permettre aux sciences sociales d'aller à la rencontre du public, des publics. Donc ça dure depuis hier, ça a commencé hier et c'est jusqu'à dimanche soir, enfin fin d'après-midi plus exactement, avec de très nombreuses manifestations. Donc je vois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà le programme. Vous pouvez aussi aller sur le site qui vous permettra d'avoir tout le programme. Voilà, donc je vais pas être très très long parce que il faut laisser la parole à nos intervenants, mais voilà, pour vous dire que tout ça, ça prend place dans un cadre beaucoup plus large qui est encore une fois de permettre aux sciences sociales de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors nous sommes ensemble pendant 1h30 et la table ronde se déroulera en 2 temps. D'abord un temps d'échange avec nos 2 intervenants pendant environ 50 minutes, 1 heure, puis un temps d'échange avec vous pendant 30 à 40 minutes pour répondre à vos questions et partager d'éventuelles réflexions que vous avez à ce sujet, bien sûr. Pour introduire rapidement la table ronde, avant de présenter les intervenants, je tiens à dire que généralement dans les médias et dans les sciences sociales, il y a 4 approches récurrentes de la publicité. La première, qu'on pourrait appeler la publicité efficacité, concerne avant tout l'efficacité réelle ou supposée de la publicité sur des publics. Autrement dit, est-ce que telle ou telle technique publicitaire, tel ou tel effet sonore ou visuel permet de mieux vendre un produit à des consommateurs ? Donc voilà, par exemple, l'utilisation répétée d'un slogan, c'est l'approche typique des études en marketing ou en psychologie sociale. La deuxième approche de la publicité, qu'on peut nommer publicité langage, consiste à analyser la publicité comme un langage à part entière avec ses codes, ses récits et ses représentations. Donc voilà, c'est une approche typique de la sémiotique ou de la linguistique. Et pour prendre un exemple, une voiture qui traverse de grandes plaines, ce n'est pas seulement une voiture qui traverse de grandes plaines, c'est l'expression de la liberté, de l'autonomie individuelle, de l'aventure. La troisième approche, qu'on pourrait appeler la publicité miroir, est très fréquente en sociologie ou en anthropologie, et elle consiste à étudier la publicité pour voir ce qu'elle décrit en miroir de la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc, dans cette approche, on s'interroge notamment sur ce que nous dit une publicité des inégalités de genre, de classe ou d'origine sociale d'une société. Voilà, par exemple, les publicités qui véhiculent des représentations genrées du monde social, comme la sexualisation du corps des femmes, ou les publicités qui mettent en scène des stéréotypes coloniaux ou racistes. Et enfin, une quatrième approche qu'on pourrait appeler la publicité dépendance, et une perspective souvent développée dans les travaux critiques des médias, et qui insiste sur la dépendance financière des médias vis-à-vis de la publicité, et sur les effets que cela peut avoir sur la qualité et l'indépendance de l'information. Donc, par exemple, en avril dernier, 200 médias français ont attaqué Meta pour pratiques illégales sur la publicité en ligne, pour vous donner un exemple très récent. Alors, dans cette table ronde, sans évincer les 4 approches que je viens de citer, on va plutôt emprunter une 5e voie qui consiste à questionner la publicité depuis le travail des acteurs impliqués dans la production et la circulation de ces publicités. Donc, il sera question d'entrevoir les pratiques mises en place par ces professionnels afin de légitimer la publicité face aux critiques qui pèsent sur elle, critiques récurrentes, mais aussi les limites qui sont imposées à la publicité, ou encore le rapport que ces acteurs de la publicité entretiennent avec le débat public et la politique. Donc j'en viens à nos intervenants. Le premier est Hugo Souza de Curcy, historien, docteur de l'EHESS et collaborateur scientifique rattaché à l'Université libre de Bruxelles. Ses travaux portent sur les circulations entre les métiers de l'information, de la communication et de l'influence. Et sa thèse a retracé l'histoire du tout premier cabinet de relations publiques ouvert par Edward Bernays aux États-Unis au début du XXe siècle, considéré par certains comme le père de la publicité moderne. À ses côtés, Marion Michel, sociologue, docteur de Sciences Po et actuellement postdoctorante à l'Université Paris-Panthéon-Assas,
et ses recherches portent sur le numérique et la consommation engagée. Sa thèse a étudié la manière dont les influenceuses éco-responsables utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir les produits tout en affichant une certaine distance critique vis-à-vis des logiques marchandes. Elle travaille aujourd'hui sur la façon dont les individus s'informent via les plateformes numériques en fonction de leur origine sociale et de leur orientation politique. Et enfin, je me présente en quelques mots, Noé Latret de Fauzière, doctorant en sociologie à l'EHESS, et je travaille sur le marketing et la publicité dans l'industrie musicale. Donc, à l'aide du travail d'Hugo et Marion, on va tenter de faire des allers-retours entre le passé et le présent, et entre une période où la publicité se professionnalise, à la fin du 19e siècle, début 20e, aux États-Unis et en Europe, mais aussi aujourd'hui où les canaux numériques redéfinissent les conditions d'exercice et de circulation de la publicité. Et je dis un dernier mot. Pour rappel, on a tendance à dire que la publicité moderne apparaît au XIXe siècle, dans un siècle marqué par une forte industrialisation, l'essor des marchés de grande distribution et la présence très forte aussi des annonces commerciales dans la presse écrite. Et au XIXe siècle, on parle plutôt de la réclame, terme qui sera progressivement abandonné au profit de celui de publicité au début du XXe siècle. Voilà. Donc peut-être pour commencer, par rapport à ça, toi Hugo qui a étudié cette période de professionnalisation du secteur publicitaire à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, est-ce que tu peux préciser un peu les pratiques en vigueur à cette période-là pour que tout le monde comprenne un peu de quoi on parle? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je tiens aussi à remercier le Festival Allez Savoir et merci beaucoup Noé pour cette table ronde. Ça me fait énormément plaisir d'être là et de partager un peu mon travail. Du coup, je vais vous montrer un exemple de publicité qu'on trouve très classique en 1865. Donc, on n'arrive pas très bien à lire, hein, désolé, c'est la qualité qui est mauvaise. En fait, en gros, ce que vous voyez, hein, c'est juste que la publicité, c'est pas grand-chose. On ne porte pas très attention au message. Même si vous pouvez trouver des affiches, mais principalement, en fait, la publicité, c'est une économie d'espace au XIXe siècle. Et c'est la même chose aux États-Unis et en France. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les space jobbers, les vendeurs d'espace. Et à ce propos, il y a quelqu'un qui est un peu pionnier, qui s'appelle Rowell. J'ai pas mis son nom, mais c'est pas très important. Et en gros, Rowell, c'est lui qui va lancer en fait cette économie-là en 1860. Il va par exemple acheter des colonnes d'espace dans plein de journaux et il va se rendre compte que s'il achète pour $100 d'espace dans un journal, on lui fait une remise de 25%. Et du coup, il s'en sort pour $75. Et il va du coup revendre pour $100 l'espace à d'autres producteurs ou manufactureurs et il va se faire 25% de marge. Et c'est comme ça qu'il va gagner beaucoup d'argent et il va institutionnaliser un peu ça et il va ouvrir le premier magazine en 1870, quelque chose comme ça. Le premier magazine qui s'appelle le Newspaper Directory. C'est un magazine qui fait une liste de tous les journaux dans lesquels il y a de l'espace disponible, qu'il vend $5. Et c'est intéressant parce que cette liste, il y a la circulation, c'est-à-dire qu'il y a le nombre d'exemplaires vendus nationalement, quel type de personnes consomment ce genre de journaux ou de magazines, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment lui, à travers la vente d'espace, qui va un peu canoniser la pratique comme ça de vente d'espace. Et c'est ça, être publicitaire au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, en même temps, il va un peu transformer un peu ce métier, par exemple, en ouvrant en 1888 le premier magazine de publicitaire qui s'appelle Printers Inc., qui est vraiment un magazine très important. C'est le premier magazine dédié à la publicité de l'histoire. Et en fait, il s'appelle Printers Inc. parce qu'il se trouve que cet homme, il a une entreprise d'encre, parce qu'il est malin, hein, évidemment, il vend de l'espace, mais il vend aussi de l'encre. Et du coup, il a une entreprise d'encre qui s'appelle Printers Inc. Johnson, et comme il a un surplus d'espace, il se met à vendre son encre aussi à d'autres publicitaires. Et là, il y a une espèce d'économie interpublicitaire, voilà, qui se met en place. Et c'est un journal qui va devenir après très important. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on vend aussi, hein, une fois qu'on sait qu'il y a de l'espace, qu'on vend de l'espace, qu'est-ce qu'on vend comme produit? Et ben, c'est avant tout ce qu'on appelle des patent medicine. Patent medicine, au XIXe siècle, 90% des produits vendus par la publicité, en fait, ce sont ces espèces de patentes médecine, on appelle ça des élixirs, c'est des remèdes miracles
c'est 90% en fait de l'économie des publicitaires, c'est de vendre ça. Et il se trouve que par exemple les tablettes Ripan, qui promettent une efficacité redoutable contre la constipation, les maux de tête, etc. Mais il y en a d'autres qui vendent par exemple le prolongement de la vie, qui vendent même, je sais pas moi, enfin plein de choses en fait, tout ce que vous pouvez retrouver encore maintenant. Et donc 90% des publicitaires vendent ça, et Ripan, c'est aussi ce type qui vendait aussi de l'espace, qui a créé ces tablettes-là parce qu'il avait encore pas mal d'espace disponible, et du coup il crée ces tablettes-là en se disant comme ça je fais un circuit fermé où j'ai mon propre élixir miracle, mon propre espace, ma propre entreprise d'encre, mon propre journal, et vous voyez que là c'est vraiment quelque chose comme une vraie économie qui se met en place, et il y en a de plus en plus comme ça. Et en fait, ça se régule petit à petit, mais on verra peut-être ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça, le travail de publicitaire entre 1850 et 1900, quoi. Et par rapport à ça, je disais tout à l'heure qu'il y avait des critiques récurrentes qui étaient faites à la publicité. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on voit ça de manière un peu presque risible. Mais à l'époque, est-ce qu'il y a déjà des critiques qu'on adresse aux publicitaires par rapport à ce type de produit? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Bah oui, bien sûr. Alors, en fait, la publicité, elle est toujours la cible de critiques de manière récurrente, que ce soit en 1890, en 1920, en 1960, en 2025, et c'est toujours les mêmes critiques, c'est-à-dire qu'on accuse les publicitaires d'être des charlatans, de vendre des produits qui ne sont pas fiables. C'est toujours un peu la même histoire, qui prend en fait des formes toujours différentes, parce que c'est selon les médias aussi. En fait, par exemple, en 1890, il y a la presse écrite, et puis après, en fait, il y a la radio qui arrive dans l'entre-deux-guerres, et puis là, on accuse les publicitaires de faire de la publicité cachée à la radio. Après, il y a la télé, c'est pareil. En fait, c'est toujours de manière récurrente, et donc en fait, c'est toujours un peu, on accuse toujours les publicitaires de laver le cerveau des masses, quoi, et de vendre, de créer des besoins. On leur prête un pouvoir très fort de manipulation, d'influence, de rendre toxique en fait aussi la consommation, et même de pousser à la consommation. Dès 1890, vous avez vraiment déjà des critiques comme ça où on accuse les publicitaires de pousser à la consommation, alors même que le marché de masse est très faible. Et justement, toi Marion, qui étudie des acteurs, des actrices qui sont très contemporaines, est-ce que aujourd'hui encore on retrouve ces mêmes critiques? Est-ce qu'elles ont pris une autre forme? Voilà, est-ce qu'on leur reproche aussi certaines pratiques? Oui, alors effectivement, on va retrouver des critiques similaires qui sont relatives à la publicité. Avant de détailler ça, pour expliquer à tout le monde un peu ce sur quoi moi j'ai travaillé, si vous avez les réseaux sociaux, peut-être que dans vos réseaux sociaux apparaissent des fois des publicités, mais en fait, c'est pas la marque qui fait cette publicité, c'est ce qu'on appelle une influenceuse. Voilà, donc en fait, c'est une personne qui a un compte à elle, un profil, et en fait, elle est rémunérée par une entreprise pour vous présenter ce produit-là. Et cette personne, vous la suivez, vous vous sentez peut-être proche d'elle, ou enfin j'expliquerai pourquoi je dis elle après, parce que c'est majoritairement des femmes, et en fait du coup elle se sert du lien qu'elle a créé avec vous pour vous prescrire, vous proposer des produits. Et moi dans ma thèse je me suis intéressée à ces personnes-là, mais je suis allée encore un peu plus loin dans la précision, parce que quand on fait des thèses on fait des trucs très très précis qui nous parlent en tout cas à nous, et du coup je me suis intéressée aux influenceuses, aux créatrices de contenu qui prescrivent, qui mettent en avant des produits éco-responsables. Donc ça va être du zéro déchet, ça va être aussi de la mode éthique, de la mode de seconde main, ça va être aussi de l'alimentation durable, de saison, végétarienne, végétalienne. Donc c'est tous ces aspects-là de la consommation qui sont vraiment orientés vers le développement durable. Et dans cet espace-là auquel je me suis intéressée, sur lequel j'ai fait ma thèse, je retrouve exactement, et c'est vraiment très intéressant, des critiques qui sont les mêmes que celles qu'Hugo expliquait pour la période historique. Donc un exemple de ça, là du coup c'est des choses que j'ai collectées moi pendant ma thèse, avec des petites captures d'écran en suivant des comptes de créatrices de contenu écolo. Et ben en fait, on retrouve exactement les mêmes critiques de la publicité. Ce que disent les consommateurs, les abonnés, c'est que les produits qui sont mis en avant ne sont pas nécessaires, et c'est que c'est inciter à la consommation. Il y a des enjeux aussi autour de la critique de la qualité. En parlant de qualité, je m'excuse pour celle de mes captures d'écran. Voilà. Alors là, en fait, pour vous détailler un petit peu ce qui se passe, c'est une capture d'écran de commentaires sur Instagram en 2019. C'est une créatrice de contenu qui dit qu'elle ne fera plus
de création de contenu rémunérée, c'est-à-dire qu'elle va arrêter d'être rémunérée par des entreprises. Et là, en fait, les commentaires suite à cette publication sont extrêmement positifs. Et justement, ça montre aussi en fait, en creux les critiques qui sont faites à l'encontre de la création de contenu, et dans ce cas-là, de la création de contenu éco-responsable. Puisque du coup, en fait, on lui dit « c'est super, tu as tout dit, j'en ai marre de voir de la pub partout, là on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie de ça, moi ce que j'adore c'est que tu ne te dandines pas pour promouvoir une marque ou un porte-savon aimanté ». Donc voilà. Donc déjà, en fait, on retrouve ces critiques qui sont liées à la publicité. Et dans le cas de ma thèse, je vois un petit peu une dernière dimension qui est un enjeu moral. En fait, dans la critique qui est faite du travail des créatrices de contenu éco-responsables, il y a un enjeu en lien avec l'écologie. Puisqu'en fait, ce qui est reproché aux actrices que j'étudie, c'est en fait de inciter à acheter, alors même qu'en fait, se déclarant écolo, elles devraient en fait inciter à ne pas acheter. Elles devraient en fait promouvoir de la déconsommation. Et ça, c'est ce que leur disent leurs abonnés. Et ça, ce sont des critiques extrêmement fortes qui vont peser sur elles. Donc on va les retrouver dans les commentaires, on va les retrouver dans les messages privés. Donc en fait, il y a une grosse tension qui va faire en fait que ce marché fonctionne très très peu. Il y a très très peu d'argent qui circule en fait sur cet espace-là. Merci. Et est-ce que, parce que toutes n'arrêtent pas de faire des partenariats commerciaux, donc quand elles poursuivent quand même cette activité qui leur permet de toucher une petite rémunération au moins, comment elles font concrètement pour gérer entre la critique de ces pratiques et le fait quand même de les poursuivre? Alors merci, ouais, ça c'est vraiment ce que j'ai essayé d'étudier dans ma thèse. Du coup la réponse elle est en plusieurs points. Le premier en fait c'est qu'elles vont essayer de légitimer auprès de leurs abonnés leur travail. Et donc ça c'est extrêmement central lorsqu'on cherche à comprendre un peu comment ça fonctionne cet espace-là, cet espace de travail. C'est qu'en fait dans leurs publications, elles vont mettre en avant le travail qu'elles font et la distance qu'elles prennent vis-à-vis en fait, des entreprises et de l'intérêt marchand qu'elles pourraient toucher. Et donc en fait ça va passer par différentes techniques numériques en fait, de mise en scène de soi, parmi lesquelles en fait, par exemple le fait de montrer les coulisses du fonctionnement un petit peu de sa page Instagram, de ses réseaux sociaux. Voilà, si par exemple vous suivez les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà entendu parler, alors j'y arrive dans 5 secondes, mais vous avez peut-être déjà vu les personnes qui montrent un peu, avant de prendre une photo dite Instagrammable, c'est-à-dire une photo très bien prise, vous voyez un petit peu les coulisses, par exemple en story, vous allez voir, c'est-à-dire dans des publications temporaires, vous allez voir en fait le temps qu'il a fallu pour faire la photo, le temps qu'il a fallu pour se maquiller, pour montrer en fait, voilà, histoire de montrer son authenticité. Et ça, c'est extrêmement important sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la première chose. Et le deuxième type de travail qui est fait, c'est un travail de visibilisation du choix des partenariats. Donc, pour vous rappeler, il y a un enjeu autour du fait de la consommation responsable. Elles se font énormément critiquer parce que dès qu'elles promeuvent un produit, on leur dit que c'est promouvoir de la consommation, on leur dit que c'est pas vraiment écologique. Et donc, en fait, afin de convaincre leur audience du caractère réellement responsable de ce qu'elles font, en fait, elles vont visibiliser leur travail de vérification. Alors, pour vous donner avant de vous décrire un petit peu cette image, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Concrètement, quand vous êtes une créatrice de contenu, vous avez une adresse mail pro, et en fait, une entreprise qui est intéressée pour vous recruter, elle vous envoie un mail. Et normalement, suite à ce mail, vous établissez en tant que créatrice de contenu un devis, vous faites rémunérer, si l'entreprise accepte, là, vous faites le poste. Et donc, en fait, ce que montrent les créatrices de contenu, c'est combien elles reçoivent de mails par jour. Elles expliquent que c'est énorme, en fait, elles reçoivent énormément de mails, et elles visibilisent le travail de création et le travail en fait de tri qui est fait. Et donc un exemple de ça, c'est une story Instagram, donc c'est-à-dire en fait une publication temporaire que montre une créatrice de contenu. Donc elle a reçu un mail. Donc là c'est une capture d'écran vraiment du mail qu'elle a reçu. Voilà. Et en fait c'est une proposition qui lui est faite de fromage. Enfin voilà. Alors, pourquoi ça pose problème? C'est parce que le fromage, aujourd'hui, on sait que ça a des conséquences écologiques qui sont similaires, entre autres, à celles de la production de la viande, puisqu'on est à peu près sur la même industrie. Je ne vais pas non plus... il y a bien sûr des différences, mais c'est un peu l'idée. Et donc, là, on est sur une créatrice de contenu qui, pour des raisons écologiques, est végétalienne, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas de fromage, et elle reçoit quand même cette publication. Et donc, d'abord, elle répond non, mais surtout,
elle prend des captures d'écran qu'elle montre à sa communauté d'abonnés. Et ça lui permet de dire, en fait, moi, ça, je refuse. Et donc, les partenariats que je ne refuse pas, quand je vous promets un produit, c'est que j'ai vérifié que c'était écologique, c'est que j'ai testé le produit sur le long terme, quand par exemple, c'est pour les cosmétiques ou quand c'est pour l'alimentation. Et ça permet, en fait, de faire reconnaître à la fois son authenticité et sa légitimité à exercer sur ce marché. Et en fait, ça va être lié à un autre enjeu très très fort pour cette activité. Et en fait, c'est un travail de légitimation de son activité, justement, comme un travail à part entière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez central dans le terrain que j'ai étudié, c'est qu'en fait, les créatrices de contenu, elles vont tout faire pour qu'on reconnaisse leur activité comme un travail, et notamment comme un travail publicitaire. Et donc ça, en fait, ça va passer par plusieurs choses. Donc déjà, auprès de l'audience et des entreprises. Donc ça va être montrer le travail réalisé, comptabiliser les heures. Ça va être aussi auprès de l'audience, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire bien voir en fait ce qu'on reçoit, ce qu'on trie. Et ça va aussi passer par des discussions très très fortes, une organisation très très forte entre créatrices de contenu. Donc moi, par exemple, dans ma thèse, j'ai travaillé sur des groupes Facebook avec uniquement des créatrices de contenu, et en fait j'ai pu analyser le fait qu'il y avait tout un travail pour créer des tarifications, partager des façons de faire, donc avec des enjeux administratifs de création d'entreprise par exemple, de qu'est-ce qu'on fait en fait pour pas se tromper quand on va déclarer son entreprise, comment on fait pour négocier une rémunération, parce que c'était un enjeu très très fort, puisque du coup, en conséquence en fait de ces critiques de l'audience, il y a aussi des très faibles rémunérations de la part des entreprises. Donc comment on négocie une rémunération, comment on la calcule, et donc en fait tout ça s'organise. Enfin, il y a une organisation interne à cet espace-là, afin de faire reconnaître en fait le caractère professionnel de l'activité. Merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est que hier comme aujourd'hui, les professionnels doivent se défendre d'être des manipulateurs ou des manipulatrices des publics et se légitimer comme des porteurs d'informations. Je mets des guillemets à porteurs d'informations, puisque c'est une information qui reste certes orientée par des logiques marchandes, mais qui est un type d'information malgré tout. Et ce travail de légitimation dont tu parlais à l'instant, alors il passe par les pratiques que tu viens de mentionner, mais il passe aussi par des formes de régulation pour limiter les formes de manipulation des consommateurs à des fins marchandes. Et c'est ce qu'on va voir un peu maintenant, c'est-à-dire quelle forme prend cette régulation. Donc, peut-être rappeler qu'aux États-Unis, par exemple, mais c'est le cas aussi en France, donc en Europe plus largement, on a des lois qui ont été votées dès le début du XXe siècle pour limiter les pratiques mensongères des publicités, les pratiques trompeuses, et donc pour mieux protéger les consommateurs vis-à-vis des firmes. Je vous cite un exemple, le Federal Trade Commission Act de 1914 aux États-Unis, qui vise vraiment à ça, mieux protéger les consommateurs. Et avec cette régulation, on a notamment des nouvelles catégories qui émergent et qui sont discutées, comme les pratiques trompeuses, mensongères, malhonnêtes, déloyales ou anticoncurrentielles, etc. Donc, toi, Hugo, qui a étudié cette époque-là, la question c'est, est-ce que, en parallèle des lois qui sont votées au niveau fédéral, les professionnels eux-mêmes cherchent à réguler leur activité pour mieux faire face à la critique qui leur est faite et donc pouvoir poursuivre leur travail. Oui, bah effectivement, en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces régulations, elles sont toujours en lien avec des modifications, enfin des bouleversements sociaux. Alors, bouleversement, c'est un peu grand, mais on va dire des transformations sociales importantes. Par exemple, en 1890, en tout cas, entre 1890 et 95, 96, 97, il y a une crise financière aux États-Unis très importante. Et le capitalisme se restructure en monopole parce qu'on accuse en fait cette crise, on accuse la surproduction. Du coup, on n'écoule pas assez les produits. Et c'est à ce moment-là où il y a une série de lois, notamment sur la loi des monopoles aussi, qui paradoxalement émergent, où en fait on essaye d'empêcher les monopoles au moment où il y a des monopoles qui émergent. Et en plus, pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, les entreprises obtiennent en 1896 le statut de personne morale. C'est-à-dire qu'elles deviennent des entités morales et donc elles ont une réputation. Et en fait, à partir du moment où la réputation rentre
dans la loi, la réputation d'une entreprise, il y a quelque chose qui change. On ne peut plus se mettre à vendre des espèces de médicaments un peu bizarres, etc. Surtout que c'est aussi le début en fait, des marchés nationaux. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui émergent et qui arrivent à se structurer nationalement, ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis à ce moment-là. Et du coup, il y a un enjeu aussi entre le marché local et le marché national, entre les entreprises, évidemment celles qui ont une réputation juridique à défendre, c'est celles qui ont avant tout une image, et donc celles qui ont une image, c'est celles qui ont un marché national, par exemple Coca-Cola, qui émerge à ce moment-là, qui est une entreprise locale qui devient globale. Et donc il y a tout un mouvement qui émerge sur la question de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question de mais c'est quoi la vérité, c'est quoi la réputation Et en fait, à l'intérieur de la publicité, vous avez un combat un peu social. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la vérité, qui émerge des publicitaires eux-mêmes, avant tout. C'est pas, on les force pas, mais c'est lié aux bouleversements sociaux, enfin aux bouleversements plutôt économiques. Et on appelle ça le truth in advertising. Et en fait, ils essayent de se codifier juridiquement. Et notamment, ils luttent contre en fait, cette tendance de la publicité à vendre des produits un peu magiques. Des produits un peu bizarres, pas très fiables, magiques, qui promettent des choses. Et notamment, vous avez une lutte un peu comme ça, qui commence avec ce qu'on appelle le Pure Food and Drug Act en 1906, où en fait vous avez un chef chimiste du département d'agronomie des États-Unis qui depuis 1890, mais il y a tellement de lobbying que sa loi passe qu'en 1906, qui fait en sorte qu'en fait il y ait de la transparence dans les produits. Et pour la première fois, avec cet acte, on met en fait sur les produits qu'est-ce qu'il y a dans les produits, parce qu'avant on mettait pas ça. Et du coup, c'est évidemment Printer Inks, dont je vous ai montré tout à l'heure l'existence, lobby contre ça intensément, vous vous doutez bien, parce que ça menace l'économie. Et en même temps, voilà, finalement ça passe. Et après, en 1911, les publicitaires se mettent à ouvrir en fait des espèces de comités qu'ils appellent les comités nationaux de vigilance, pour lutter contre cette tendance de la publicité à vendre en fait des produits magiques, pas très fiables, et se mettre au service des grandes entreprises qui émergent à ce moment-là, des grands marchés nationaux. Et en même temps, paradoxalement, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que c'est un mensonge. Comment définir un mensonge ou une fausse promesse juridiquement ? Et ben, par exemple, en 1911, la Cour suprême décide de ne pas interdire les publicités mensongères. Par exemple, notamment autour d'un cas, je vous promets de laver plus blanc que blanc. Eh ben, c'est pas possible de laver plus blanc que blanc, mais c'est pas forcément un mensonge. C'est possible de le dire en publicité, même si c'est un peu trompeur. Et du coup, en fait, ça crée il y a une espèce de doute comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Et du coup, plutôt que de donner des définitions rigides, ils ouvrent des organes, des bureaux de autorégulation dans chaque État. Et chaque bureau local s'occupe en fait de lutter localement contre les publicités mensongères. Il y a des enquêtes. Et par exemple, je vous donne un chiffre. En 1911, non, c'est pas en 1911, pardon, c'est en 1921, donc 10 ans après l'ouverture des bureaux, pardon, il y a 6800 cas recensés dans les bureaux à l'échelle nationale. Donc 6800 cas, c'est beaucoup quand même, et c'est tous, 80%, c'est contre les remèdes miracles. Voilà. Et en fait, c'est une forme d'autorégulation. Et à côté de ça, les publicitaires quand même lobbyent pour qu'il y ait quelque chose qui s'inscrive dans la loi. Et du coup, il y a une loi qui émerge à un moment donné et qui définit un peu ce que c'est la fausse promesse. Alors, je l'avais noté, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Alors je vous l'ai dit parce que c'est intéressant. Donc elle est adoptée en 1911 localement, et puis elle sera adoptée 10 ans après à tous les États. Et c'est toute assertion, représentation ou affirmation des faits faux, fallacieux ou trompeurs sera coupable d'un délit. Et c'est intéressant parce que c'est un délit, pas un crime, et ça permet de aussi réguler localement, parce que si c'est un crime, c'est fédéral, et si c'est un délit, ça va, c'est local. Et donc vous voyez, en fait, la régulation, elle se fait pas que au niveau de la loi, elle se fait aussi au niveau vraiment de la morale, premièrement, ensuite d'un instance d'autorégulation à l'intérieur des professions publicitaires, parce que c'est au moment aussi où les publicitaires se professionnalisent et ont vraiment besoin
de garantie en fait professionnelle, et donc ça fait partie en fait des actes fondateurs de la profession publicitaire que d'expulser le mensonge, le faux, la promesse magique de leur pratique pour dire non mais nous on dit la vérité, on est avec les grandes entreprises dans les marchés nationaux, on n'est plus avec les espèces de marchands fous qui vous vendent des promesses folles, et voilà. Et du coup c'est très intéressant, et là vous avez un exemple d'article voilà, où c'est un article de 1923 dans lequel il me semble que les publicitaires se réunissent à Atlantic City et ouvrent pour la première fois un bureau national de régulation. Voilà. Et donc c'est mis dans la presse comme un acte important, ça fait partie des informations. Et du coup, juste pour finir, paradoxalement, c'est au moment aussi où émergent des nouvelles pratiques de persuasion de masse qui justement vont essayer de court-circuiter tout ça, et on en reparlera tout à l'heure. Oui, merci. Et pour faire le lien avec ça, justement, peut-être dire qu'en France, alors quelques années plus tard, il y a l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, donc l'ARPP, 1935, qui est fondée, qui est un organisme privé financé par les acteurs du secteur et chargé d'autoréguler la publicité en France. Donc c'est un acteur qui, encore aujourd'hui, est très important, notamment parce qu'il élabore les règles déontologiques en matière de publicité, il vérifie en avance les publicités qui vont être publicisées, et donc est-ce que ces publicités respectent bien les règles fixées, et aussi parce que cet acteur traite les plaintes des consommateurs et des associations quand ils sont sollicités donc, pour publicité trompeuse, choquante ou discriminatoire. Donc, je mentionne aussi 2 lois importantes en France. La loi dite Royer en 1973, qui encadre la publicité mensongère, et évidemment la loi Evin de 1991, qui interdit quasiment totalement la publicité du tabac et encadre fortement la publicité de l'alcool. Donc dans le but de limiter l'incitation à la consommation de ces produits et donc de mieux protéger la santé publique. Donc vous voyez que les buts aussi de la régulation ne sont pas tout le temps les mêmes en fonction du cadre qu'on regarde. Toi Marion, on a beaucoup parlé des partenariats rémunérés récemment, enfin ces dernières années, notamment parce qu'il y a une loi qui est arrivée. Donc est-ce que tu peux nous dire quelles sont aujourd'hui les obligations légales que doivent appliquer les créatrices de contenu quand elles font des partenariats rémunérés? Oui, et peut-être avant d'en parler, est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, pour demander. Avant de vous détailler un petit peu, je vous laisse regarder ça. Dans ces 2 publications qui ont été prises, c'est des captures d'écran que j'ai prises avant 2023, c'est-à-dire la loi influenceur, il y a quelqu'un qui fait bien et il y a quelqu'un qui fait pas bien par rapport à justement cette loi. À votre avis? Je ne sais pas si vous voyez exactement bien. Alors, c'est celle qui fait bien, en fait, ça va être la personne qui est sur la droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc pour les personnes qui n'ont pas Instagram, en fait, là, du coup, c'est une publication avec une photo. Elle fait de la publicité, du coup, pour du maquillage. Et le partenariat rémunéré est indiqué dès le départ dans l'intitulé de la publication. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui va aller sur les réseaux sociaux pour suivre vos amis, pour suivre des gens, et bien vous voyez que la personne a touché une rémunération pour vous parler de cette entreprise. À l'inverse, en fait, lorsqu'on regarde la photo de gauche, en fait, il faut dérouler toute la publication pour voir apparaître à la fin le hashtag, donc c'est ce qui suit le dièse, et qui est en bleu, c'est le hashtag ad, donc publicité en anglais. Donc voilà. Donc aucune de ces publications n'est hors la loi, puisqu'elle date en fait de décembre 2009. À l'époque, il n'y avait pas la loi, donc elle ne pouvait pas être hors la loi. Mais en fait, avant ça, avant la loi influenceur dont je vais parler dans un instant, il y avait déjà en fait des recommandations qui étaient émises, notamment par la RPP dont Noé, tu viens de parler, et qui disaient qu'il fallait indiquer clairement à la fois le partenariat, enfin s'il y avait eu un échange monétaire, et il fallait le mettre pas du tout à la fin, pas du tout en anglais, mais dès le début, en mentionnant, c'est-à-dire en fait pour qu'on puisse, en renvoyant par un lien hypertexte à la personne, à la marque, à l'entreprise qui avait rémunéré la créatrice de contenu. Et du coup, moi j'ai eu entre guillemets la chance de commencer ma thèse avant et de la finir après cette loi, donc j'ai pu voir un peu ce qui s'est passé et en fait ce qui a changé. Voilà. Et donc, avant de vous détailler un peu ce qui s'est passé, pour vous rappeler ce que fait cette loi influenceur, donc en fait c'est une loi qui arrive en 2023, donc qui est relativement récente.
et qui vient en fait à la suite de nombreux moments de scandale en lien avec les influenceurs et influenceuses. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu, par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Arnaque, crime et politique, le business des influenceurs, qui montre un petit peu, donc c'est un documentaire de complément d'enquête qui montre par exemple les publicités mensongères pour des produits, notamment pour des shampoings qui faisaient perdre ses cheveux, pour en fait par exemple de la chirurgie esthétique dangereuse, donc voilà, faite par des influenceurs, influenceuses. Alors ce documentaire il se focalise en fait sur les plus grands, les influenceurs qui ont l'audience la plus importante, voilà, en insistant beaucoup sur le fait qu'ils sont souvent basés à Dubaï pour éviter de payer des impôts, des choses comme ça. En réalité, en fait, pour un influenceur qui est représenté dans ce documentaire, on en a 100 autres qui ressemblent beaucoup plus à des personnes un peu comme vous et moi, plutôt des femmes notamment, voilà, qui du coup sont plutôt ont des revenus beaucoup plus bas. Mais elles aussi en fait font des partenariats rémunérés. Et en fait la loi influenceur en fait elle va venir qualifier l'activité d'influence comme de la publicité. Et en fait ce faisant elle réinscrit cette activité dans le code de la consommation. Et donc avec ces autorisations et ces interdits que vous avez évoqués par ailleurs, mais du coup ça va être, en fait, on n'a pas le droit de prescrire à des enfants tous les types de produits, donc notamment tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui va être aussi paris, tout ce qui est lié aussi aux produits pharmaceutiques, donc des choses comme ça vont être désormais interdites sur des espaces sur lesquels les enfants peuvent aller, donc notamment certains réseaux sociaux. Il va y avoir aussi une régulation d'autres choses. Et enfin, dernière chose, ça va qualifier d'influence commerciale tous les produits échangés entre une entreprise et une créatrice de contenu. Je dis ça, c'est important parce que c'est là le gros changement aussi, c'est que jusqu'à récemment, avant cette loi, en tant que créatrice de contenu, vous pouviez recevoir un produit à tester. Et souvent, c'était ce qu'on appelait du gifting, c'est-à-dire un cadeau. L'entreprise vous envoie un produit, donc par exemple, on vient de lancer ce nouveau shampoing, vous l'essayez, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais bon, on vous le donne, et si jamais, vous nous faites un post. Et ça, en fait, ça devient de la publicité. Et donc, ça devient obligatoire de l'indiquer. Ça, c'est quelque chose qui change. Et bien sûr, en fait, la loi systématise cette pratique-là de nommer quand on reçoit un produit qui soit gratuit ou non. Voilà. Et donc, en fait, concrètement, ce qui se passe pour les créatrices de contenu, ce que j'ai pu regarder, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, ça va être assez rapide, c'est que ça va, en fait... il va d'abord y avoir un moment de flottement. Moi, j'ai observé beaucoup des personnes un peu perdues. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que là, je l'indique ? Est-ce que là, je l'indique pas ? Des choses comme ça. Mais très vite, en fait, ça va harmoniser les pratiques. Voilà. Sur les créatrices de contenu que j'ai observées, ça harmonise très très vite les pratiques. Et ça qui est très intéressant, c'est que ça a eu un effet assez immédiat sur le fait d'annoncer en fait les partenariats. Merci beaucoup. Et est-ce que, peut-être c'est une question un peu en décalé, qui prolonge mais un petit peu décalé, mais est-ce qu'on peut réguler efficacement une pratique, notamment celle que toi tu as pu étudier, dont la force est justement de se rendre invisible comme publicité ? Est-ce que c'est pas contradictoire ? Ouais, je te remercie pour ta question parce qu'en fait, je trouve qu'elle permet de souligner un point qui est important, qui est souligné notamment par d'autres chercheurs en sciences sociales. Par exemple, il y a Joseph Godefroy qui travaille là-dessus. En fait, c'est quand on regarde un petit peu l'avènement de ces lois et quand on regarde un peu sur qui pèsent les critiques. Voilà ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait les influenceuses écolo notamment, elles se prennent de plein fouet des critiques relatives à la publicité, elles se prennent aussi en fait de plein fouet une loi qui est bien sûr extrêmement importante, mais lorsqu'on s'intéresse à ça, ce qu'on voit aussi c'est que ça laisse de côté d'autres acteurs et actrices marchands, parmi lesquels les entreprises et aussi les plateformes. Donc ça c'est un exemple. En fait, si on va sur le site d'une entreprise, on va remarquer en fait exactement les mêmes pratiques que les influenceuses, le fait de diminuer un peu sur les réseaux sociaux le lien marchand, le fait en fait de se présenter aussi comme, de diminuer, on aura beaucoup moins l'impression d'avoir affaire à une entreprise, peut-être des fois plus à des individus sur les réseaux sociaux, et on va promouvoir aussi par exemple si on vend des cosmétiques, on va promouvoir ces cosmétiques, on va montrer l'équipe, des choses comme ça, et en fait les entreprises sont pour l'instant en tout cas pas du tout soumises à ces mêmes lois, c'est-à-dire qu'elles n'indiquent pas forcément, puisqu'il n'y a pas de partenariat rémunéré, mais en fait, elles aussi réalisent de la publicité en ligne directement, en fait. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que cette publicité est quasi gratuite.
Voilà. Et même en fait le recrutement de créateurs, créatrices de contenu, c'est très peu cher lorsqu'on compare par exemple à de la publicité traditionnelle sur des médias traditionnels comme la télévision ou des choses comme ça. Donc pour les créatrices de contenu, c'est un peu la double peine. Voilà, et juste une précision, est-ce que ces entreprises, tu penses qu'elles vont être davantage régulées sur cette question-là dans un futur proche où il y a des signes? Alors, c'est difficile à dire. Lorsqu'on s'intéresse aux entreprises, je pense qu'effectivement, il y a une régulation. Il y a des choses autour de la qualité aussi des produits qui sont extrêmement importantes en France. Quelque chose qui est intéressant aussi de constater dans la loi influenceur, lorsqu'on regarde, en fait, c'est que l'application de la loi, elle est quand même confiée aux plateformes. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir du coup le fait que c'est très difficile de réguler ça. Voilà, c'est difficile de vérifier que les contenus sont effectivement des contenus non rémunérés, que la personne en parle honnêtement. Voilà. Okay, merci beaucoup. Ça me permet de faire un point sur cette question de la régulation, peut-être pour que ce soit clair aussi. Et ce qu'on a voulu aussi vous partager avec ces deux exemples, c'est qu'il y a deux formes principales pour la régulation qu'on peut observer. Soit elle est externe, au monde des acteurs de la publicité, donc c'est-à-dire souvent imposée par un cadre législatif, soit elle est interne, et c'est-à-dire qu'elle émane des normes et des pratiques professionnelles qui sont déjà en vigueur. Donc ces deux formes de régulation qui ne sont pas forcément opposées, en l'occurrence là on voit comment elles se complètent. Et souvent d'ailleurs on a tendance à prendre la seconde, c'est-à-dire la transformation des pratiques des professionnels, comme l'effet de la première, c'est-à-dire la promulgation de lois par l'État. Or, souvent, c'est l'inverse qui se produit, c'est que la loi traduit des évolutions qui ont déjà lieu dans le monde professionnel. Elle vient juste, comme disait Marion, caractériser des pratiques qui sont déjà là. Et un autre point aussi sur la régulation, on voit à travers vos deux exemples qu'il y a deux approches qui coexistent. On pourrait dire une approche libérale de la régulation qui est centrée sur la sanction contre les manipulations excessives des consommateurs par les firmes, mais qui permet surtout d'assurer la juste concurrence entre les firmes. Donc voilà, c'est toutes les pratiques anticoncurrentielles ou déloyales, c'est d'abord entre les firmes elles-mêmes. Et on a une autre approche qui est, on pourrait dire schématiquement plus interventionniste, qui encadre fortement certaines industries, le tabac, l'alcool, la pornographie par exemple, et qui limite la publicité comparative. Et là, le but, c'est davantage de protéger a priori le consommateur de l'exposition à certains produits. Et d'où aussi la protection de la santé publique qui vient dans cette même idée. Donc voilà, c'est pour aussi donner des repères il y a différentes logiques aussi dans la régulation. Et donc là, on vient de voir que la régulation, depuis 2 siècles, progresse. En tout cas, elle prend des formes qui sont comparables parfois d'un pays à un autre. Mais si l'on encadre la publicité, c'est pas seulement pour des raisons économiques ou pour une meilleure protection du consommateur, c'est aussi parce que la publicité, elle n'est pas restrictive à la seule sphère marchande. En l'occurrence, la publicité, elle intervient aussi dans la façon dont les personnes se forgent une opinion, dans la confiance qu'on accorde à l'information, et finalement dans la manière dont les débats politiques eux-mêmes se structurent. Et c'est sur ce point qu'on va conclure, enfin, qu'on va discuter pour les dernières minutes. Toi, Hugo, qui a étudié Édouard Bernet dans ta thèse particulièrement, il a théorisé l'importance pour l'influence et la persuasion de se transformer en information, voire en actualité. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça marche concrètement à cette époque-là? Comment une publicité, elle devient une information? Oui, bah justement, alors pour reprendre un peu le fil historique qui touche un peu les fils aussi de ce que raconte Marion, en fait, donc il y a une très forte régulation dans l'entre-deux-guerres et il y a même une critique très forte qui commence. Vous avez Walter Lippmann, qui est un grand théoricien des médias et de l'opinion publique, qui écrit un livre en 1919 qui s'appelle « La liberté et l'information », dans lequel il dit « Nous arrivons dans une ère de la production du consentement privé ». Enfin, la production privée de consentement. C'est-à-dire qu'il y a des industries privées qui sont spécialisées dans la fabrique du consentement. Et il le dit dès 1919, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale aussi, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà cette critique très forte. Et en même temps, il a raison de noter ça, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que
moi c'est ce que j'ai étudié dans ma thèse, vous avez une nouvelle pratique de persuasion qui émerge, qui sont les relations publiques, qui n'ont rien à voir avec la publicité, et qui justement naissent comme une réponse à la régulation. C'est-à-dire, il faut court-circuiter tout ça. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, si on vous dit que c'est une pub, vous avez plus de méfiance, alors que si on vous dit que c'est une information, votre méfiance s'éteint, puisqu'une information, c'est un fait. Et du coup, vous prenez les choses comme telles quelles, et vous ne les critiquez pas. Et donc lui, toute son activité à Edward Bernays, j'ai pas mis son nom, je suis désolé, mais il est assez connu, c'est de transformer justement la publicité en information. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Alors, il faut que tu m'arrêtes si c'est trop long, parce que c'est une histoire très connue et en même temps très mal connue. Et en gros, c'est la campagne qu'on appelle les Torches of Freedom, donc les torches de la liberté, qui a lieu le 31 mars 1929. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc Edward Bernays, il est payé par Lucky Strike dès 1927, et il arrête de travailler pour Lucky Strike en 1936, donc il travaille longtemps, pour ouvrir la consommation, voilà. Mais notamment aussi transformer la cigarette en un objet de bien commun. Voilà, dire que la cigarette c'est très important pour l'humanité. Voilà, il a vraiment il est payé pour faire ça. Et du coup, comment il va faire ? Il va dire, ce qui est important avec la cigarette, c'est que les femmes fument. Et que pour que les femmes fument, il faut que ça soit connecté à l'émancipation, parce qu'on est dans une ère progressiste. Et du coup, comment on va faire pour transformer la cigarette en émancipation ? Eh bien, on va organiser un défilé de féministes qui fument pendant un événement religieux qui est Pâques à New York le 31 mars 1929. Et donc il va, alors ça c'est le récit officiel et je vais vous raconter après une autre histoire, mais il va faire en sorte que, et vous avez la photo de l'équipe, c'est la photo prise juste avant le défilé, donc c'est l'équipe comme ça, et il va leur demander d'aller dans le défilé religieux de Pâques, qui est un grand défilé à New York. Et à un moment, il va leur dire, à tel signal, vous allumez tous une clope et vous vous faites prendre en photo. Il y a des photographes qui sont en embuscade. Et il y a un slogan, c'est les torches de la liberté. Donc vous voyez, vous avez un slogan, des photos, tout est organisé comme ça. Et ça devient très important comme cas d'étude. Alors en fait, on se demande encore si ça a vraiment marché, même encore maintenant, c'est difficile à mesurer. En tout cas, c'est devenu tout de suite une légende, parce que c'était la première fois que quelqu'un faisait comme ça. Maintenant, ça a un nom, ça s'appelle l'astroturfing. Ça veut dire la fabrique de faux mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme s'il y avait un mouvement spontané de personnes qui voulaient prouver que les femmes pouvaient fumer publiquement, alors qu'en fait, tout est organisé en sous-main. Sauf qu'en fait, la vraie histoire, c'est que les photos que vous voyez là, ce sont toutes des féministes qui ont participé de manière très volontaire. Le cabinet de relations publiques n'avait pas du tout une main mise sur elles étaient très consentantes, et une des personnes qui est au centre est une féministe assez importante de New York à ce moment-là, qui milite en fait dans d'autres ligues féministes pour différentes choses. Et elle disait juste, c'est vrai que ça m'emmerde un peu, que ça m'emmerde un peu comme stéréotype, que les femmes n'aient pas vraiment le droit de fumer publiquement. Les femmes fumaient déjà, mais c'est vrai que c'était un peu mal vu, et du coup, elle trouvait ça marrant en fait de faire ça. Et en fait, elle trouvait ça toute marrant, et elles l'ont fait comme ça, voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient que dans la presse, ça s'est transformé en des femmes féministes fument publiquement, voilà, c'est tout. Et toute la publicité a été cachée. Et donc, en fait, ça a associé la cigarette à l'émancipation des femmes. Voilà. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment quelque chose qui a été un marqueur, quoi. Et là, vous voyez bien qu'en fait, c'est de la publicité, parce qu'on associe en fait la cigarette à quelque chose de bien, qui est le progrès, l'émancipation des femmes. Et en fait, c'est de la publicité, mais c'est de l'information en même temps, parce que ça a été traité comme de l'actualité par la presse. Et d'ailleurs, après ce coup d'éclat, en fait, si vous voulez, le cabinet écrit à Lucky Strike, qui est à ce moment-là géré par l'American Tobacco Company, qui est la grande entreprise qui a un monopole de tabac aux États-Unis. Mais lui, il travaille que pour Lucky Strike, donc la marque Lucky Strike. Il écrit un plan dans lequel il propose en fait de transformer le département de publicité en département d'information de Lucky Strike. Et il dit, vraiment, je vous le lis un peu parce que c'est quand même intéressant. Il dit, chacun reconnaît le fait fondamental suivant, la publicité est en concurrence avec l'intérêt public pour les actualités, quoi. Et du coup, il faut que pour la publicité, pour qu'elle soit lue, qu'elle devienne information.
elle doit rivaliser avec les actualités du jour. Et pour que la publicité rivalise avec l'actualité du jour, eh ben, il faut que la publicité devienne actualité, évidemment. Voilà. Et comment est-ce qu'il dit que la publicité devienne actualité? Il appelle ça la création de circonstances. Hein, c'est dans la théorie des relations publiques, la création d'événements. Et du coup, en fait, on crée des événements tout le temps. Par exemple, là, ce dont je vous ai parlé, c'est un événement, mais il y en a plein d'autres dans l'histoire de la publicité qui sont créés tout le temps. Et en fait, créer des événements, faire en sorte qu'après ces événements soient traités comme de l'actualité et que le lecteur lambda lise ça comme un fait et se dise ah bah tiens c'est marrant, je savais pas, parce que c'est un journaliste et pas un publicitaire qui vous le dit, c'est considéré comme un fait. Voilà. Et donc en fait vous voyez bien que là la publicité est transformée en information quoi. Et il va proposer pour ça de créer un département qui s'appelle le Bureau of Tobacco Information, qui en fait connecterait tout le temps l'actualité du monde à la cigarette. Par exemple, ah tiens, il y a la révolution mexicaine, oh bah tiens, on va envoyer des cigarettes au général mexicain et le prendre en photo. Et le général mexicain, il va fumer, et du coup c'est cool parce que du coup il est rebelle et en plus il a une cigarette, et puis voilà, en fait, voilà, c'est que des choses comme ça. Et là vous voyez une nouvelle technique de persuasion invisible qui émerge. Et lui, ça va être un maître dans ça. Voilà. Et, merci. Et justement, il me semble que tu es venu avec un exemple qui montre un peu que dès l'origine, il y a au niveau de la publicité un jeu d'ambiguïté entre informer et persuader, entre publicité et information journalistique, que ça se mêle un petit peu en fait très tôt, quoi, bien avant cet exemple-là. Oui, alors en fait, c'est pas un exemple tôt parce que c'est après, mais en fait, si vous voulez, dès le 19e siècle, il y a un journal en 1836. Il y a un patron de presse, Émile de Girardin, qui en fait ouvre un journal, et ce journal est 2 fois moins cher que les autres. Pourquoi ? Parce qu'en en fait, il est payé par la publicité. Et comment il va faire ? Il va demander, notamment à sa femme, Émilie de Girardin, il me semble, non, je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, évidemment, Émilie peut-être, Émilie, donc peut-être que c'est pas Émilie, mais bref, et qui écrit beaucoup sur la mode, l'actualité, etc., de faire des placements cachés de publicité, en fait. Et vous avez plein d'extraits dans ce journal où elle va écrire un extrait littéraire qui, en fait, est une publicité et qui va être rémunéré comme tel, mais qui est invisible. Et en fait, Émile de Girardin, il va acheter des centaines d'auteurs comme ça. Il va rendre son journal, il va pulluler en fait de fausses informations comme ça, qui sont en fait des placements de produits cachés dès le début. Et là, pour le coup, c'est autre chose encore. C'est une réclame de 1939 faite par un metteur en scène. J'avais mis le nom, mais il est plus là. Qui en fait c'est un metteur en scène. Français donc, qui en fait était payé par le shampoing anti-poux Marie-Rose et qui du coup je sais pas, faisait des placements de produits, mais comme si c'était un peu un article de presse, un fait divers quoi, parce qu'on est dans la colonne des faits divers à ce moment-là. Et donc en fait c'est juste pour dire que dès le début de l'économie de l'information, il y a aussi l'économie de la publicité cachée qui vient toujours un peu rogner, vient toujours menacer, et qu'en fait même vient vraiment troubler ce que c'est une information quoi. Et donc c'est un exemple assez drôle parce que c'est des poux, voilà. Merci beaucoup. C'est un peu le Instagram avant l'heure sur les partenariats rémunérés. Et peut-être pour finir, Marion, toi, sur les réseaux sociaux, tu as étudié à quel point les influenceuses éco-responsables interviennent aussi dans le débat public. Puisqu'elles ne vendent pas seulement des produits, elles prescrivent aussi des modes de vie, une certaine vision de la société, des valeurs. Donc, est-ce que toi, t'en viens à dire que c'est une forme de citoyenneté marchande qu'elles promeuvent, ou est-ce que, pour reprendre les termes de la sociologue Sophie Dubuisson-Cueillier, c'est une forme de consommation engagée ? Est-ce qu'elles se pensent comme ça dans leur pratique ? Oui, tout à fait. Et en fait, je vais essayer pour vous expliquer un peu pourquoi en fait elles se voient comme des personnes qui apportent une information extrêmement politisée. Il faut un peu comprendre le parcours de ces personnes. Du coup, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai été amenée à faire des entretiens. Donc, je contactais des créatrices de contenu éco-responsables, on discutait ensemble. En fait, on faisait je reconstituais leur trajectoire. Elles me racontaient un petit peu ce qu'elles avaient fait. Et en fait, c'est des personnes qui sont souvent très diplômées. Dans le cas des créatrices de contenu éco-responsables, la quasi-totalité des personnes avec qui j'ai fait un entretien, c'est des personnes qui ont un M2 et souvent dans le domaine de la publicité, de la consommation. Elles ont fait du marketing, des écoles de commerce. Et c'est en fait des personnes qui ont eu une révélation un peu écologique.
Voilà, en fait, elles se sont un peu rendues compte, alors pour plusieurs raisons, et puis elles étaient déjà socialisées avant, bien sûr, on leur a transmis un peu un enjeu à se soucier de l'environnement, mais c'est des personnes quand même qui étaient extrêmement préoccupées de l'état de la planète. Voilà, de l'état des fois des inégalités, il y a même des enjeux aussi féministes, mais le truc principal, le centre un peu de leurs préoccupations, c'est l'écologie. Et souvent, elles me racontent un moment où elles se sont rendues compte que elles allaient travailler pour un secteur, souvent la publicité, le commerce, des choses comme ça, un secteur qui est extrêmement polluant. Et en fait, elles ont décidé de ne pas le faire. Et comment elles décident de ne pas le faire ? Souvent, soit il y a des départs du travail un peu avec des situations de burn-out, c'est qu'il y a des choses qui arrivent, soit en fait, elles lancent leur... soit en fait, elles partent tout doucement et elles font pas de burn-out, mais dans tous les cas, elles lancent leur page Instagram. Et en fait, elles réutilisent ce qu'elles ont appris dans leurs écoles, donc écoles de communication, écoles de commerce, et ça, elles le réutilisent et elles essayent en fait du coup de promouvoir le bien, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'en fait, elles restent dans le monde marchand, elles en sortent pas tant que ça, c'est-à-dire qu'elles continuent à mettre en avant des produits, mais elles essayent de mettre en avant des produits qui sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Et c'est ça qui explique, c'est cette trajectoire qui explique que lorsque moi je leur demande si elles pensent que ce qu'elles font c'est politique, elles me disent oui. Et en fait, moi, ce que je promeus, c'est de l'anticapitalisme. On va retrouver beaucoup de discours, alors pas toutes bien entendu, mais on va retrouver beaucoup de choses comme ça. Et elles se pensent aussi elles pensent en tout cas leur activité comme un engagement politique. Voilà. Alors nous, avec les armes un petit peu de la sociologie des sciences sociales, on montre bien que c'est pas exactement un engagement politique. Par contre, c'est une forme de consommation engagée et de mise en avant de consommation engagée. On reste dans le monde marchand. Et effectivement, ça c'est un deuxième élément de réponse, c'est que elles vont prescrire, elles vont dire à leurs abonnés d'adopter un mode de vie qui est souvent axé vers de la déconsommation. Donc là, aujourd'hui, je vous ai montré beaucoup de produits où elles disent achetez ça, des choses comme ça, mais aussi en fait pour une publication comme ça où elles sont rémunérées, il y en a 9 où elles ne le sont pas et où elles promeuvent leur mode de vie et souvent elles vont inciter aussi à la réutilisation, au recyclage, au zéro déchet, aux mobilités douces, beaucoup aussi, ça c'est des choses qu'on retrouve. Voilà. Et dernière chose aussi, peut-être pour vous expliquer un petit peu qu'elles se perçoivent quand même comme politiques, mais qu'elles ne soient pas non plus engagées dans des mouvements, c'est que quand on s'intéresse en fait aux caractéristiques sociodémographiques de ces personnes-là, elles n'ont pas forcément les dispositions pour du coup s'investir autant. Donc c'est-à-dire que souvent en fait c'est des mamans, elles ont des enfants, elles n'habitent pas forcément à la ville. Et donc en fait, elles ne peuvent pas aller rejoindre une association politique qui serait à la ville, elles ne peuvent pas aller en manifestation. Par ailleurs, elles ont leurs enfants, donc ça, en sociologie, on voit bien aussi que du coup, s'investir par sa consommation, c'est plus simple, notamment pour les femmes qui sont le plus souvent en charge aussi de ces aspects-là de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier temps et vous passer le micro. Juste dire en 2 mots un peu, reprendre le fil de ce qu'on a voulu vous discuter, vous présenter aujourd'hui. Dire que la publicité, c'est un type d'information orientée qui vise à faire agir, donc que ça soit consommé. On n'a pas énormément discuté de la question du vote pour l'instant, et ça reviendra peut-être dans vos questions. Mais donc un type d'information orientée qui est critiqué pour ses excès en termes de manipulation, de tromperie, voire d'aliénation des masses, pour reprendre des critiques traditionnelles. C'est aussi un secteur qui s'est professionnalisé, avec l'émergence de professionnels spécialisés, on en a vu des exemples ici, mais aussi une présence de la publicité sur de plus en plus de supports, jusqu'aux canaux numériques aujourd'hui, et un processus surtout de régulation interne et externe qui est extrêmement important pour comprendre les pratiques qui ont lieu encore aujourd'hui. Et enfin, la publicité, elle a une place importante dans le débat public, que ce soit sa forte présence dans la presse. Il y aura peut-être des questions aussi sur cet aspect-là, y compris aujourd'hui. Donc sa concurrence avec l'information journalistique cette fois-ci, et aussi la manière dont les acteurs de la publicité s'immiscent dans les combats politiques de certains groupes sociaux, comme on l'a vu ici avec Torches of Freedom. Donc voilà, c'était pour reprendre un peu le fil. Et maintenant, place à vos questions. Donc, je vais passer dans la salle avec le micro. N'hésitez pas à poser des questions aux intervenants en levant la main.
Oui, merci beaucoup. Je trouve le débat était vraiment passionnant. J'ai 2 questions, donc une à Hugo et une à Marion. Pour Hugo, tu as dit que dès le début, dès la seconde moitié du 19e, il y avait déjà, au moment même où naissait la publicité, la réclame, des critiques de cette publicité. Tu as dit on trouve déjà les 2 formes de critiques. D'une part, en gros, des critiques qui dénoncent la publicité comme mensongère. Alors ça marche bien, parce que si effectivement 90% des publicités, c'est pour des remèdes miracles qui ne marchent pas, on comprend bien que ça se focalise là-dessus. Mais tu as dit aussi, on retrouve aussi tout de suite des critiques autour du fait que la publicité créerait des besoins inutiles finalement. Et ça, je me demandais si c'est effectivement dès le début, dès la même époque, parce que pour moi j'ai l'impression, intuitivement j'aurais mis ça plus autour de critiques, autour de la société de consommation de masse, de justement remplacer des besoins par des désirs, de susciter, de voilà, nous faire acheter des marchandises inutiles dont on n'a pas besoin. Donc je voulais que tu reviennes éventuellement sur si vraiment dès le début, dès la seconde moitié du 19e, il y avait aussi cette seconde forme de critique. Et la seconde question qui est à Marion, vous avez dit à un moment que dans la loi influenceur, là c'est un peu un éclaircissement vraiment factuel, il y avait même pour des produits qui étaient donnés gratuitement, mais sans que ce soit vraiment fasse l'objet d'un contrat rémunéré, voilà, il fallait désormais que ce soit explicite, c'est bien ça, mais pas, du coup c'est pas un partenariat rémunéré quand même, mais ça doit être explicite. Et la deuxième chose qui est moins une question factuelle, plus un commentaire, j'avais remarqué aussi, pas du tout en tant que chercheur, mais juste en tant que consommateur de réseaux sociaux aussi, que sur des producteurs ou des productrices de contenu qui s'intéressent notamment à des produits culturels, chez une partie d'entre eux, une tendance à mettre à distance de manière critique la catégorie influenceur ou influenceuse, en disant non, on n'est surtout pas des influenceurs et des influenceuses, parce que c'est vu comme déjà associé à de la publicité trompeuse, à vraiment être une sorte d'homme ou de femme sandwich pour des marques, et dire maintenant nous en fait on est des critiques, je sais pas, il y avait des grands critiques de cinéma au cahier du cinéma, on n'a jamais dit qu'ils étaient influenceurs, alors même que leurs avis pouvaient aussi être prescripteurs de consommation, d'aller voir tel film plutôt que tel autre. Donc si vous pouviez revenir aussi sur ces questions un peu d'auto-qualification et de mise à distance des labels, notamment influenceurs, influenceuses. Mais voilà, en tout cas merci à tous les deux, c'était vraiment super intéressant. Qui commence? Est-ce qu'on... Peut-être répondre... Ouais. Moi, du coup, ça ira plus vite, si ça va. D'accord, je commence si tu veux, oui. Non, moi je vais répondre très rapidement parce qu'en fait, je suis plus spécialiste du XXe siècle que du XIXe. Du coup, la question me prend un peu au dépourvu. En tout cas, ce que je sais, c'est que dès le début de la publicité, c'est pas que des affiches. Au départ, par exemple, il y a quelqu'un qui est assez connu dans l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire de la publicité, c'est un Américain qui s'appelait T.G. Barnum et qui en fait était un espèce d'itinérant qui était vraiment... voilà, un espèce de prestigidateur en fait, parce que la publicité c'est vraiment lié à la prestigidation au début. Et en fait, lui, dès le début, il se tape pas mal de critiques en fait sur son rapport à ce qu'il vend, quoi, en fait. Et après, sur la question des besoins en soi, c'est vrai que et donc ça, on est en 1850, etc. Mais la question des besoins, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des besoins, etc., inutiles et utiles, effectivement, elle arrive un peu plus tard. Moi, ce que je sais que j'avais vu, c'est que par exemple, à partir du moment où il y a de la presse nationale qui se structure, par exemple de la presse magazine pour les femmes, par exemple le Ladies Home Journal, qui est géré par un magnat très protestant, très bien sur lui, qui s'appelle Cyrus Curtis, je crois. En fait, Cyrus Curtis, lui, il est contre en fait, les publicités mensongères et contre en fait l'idée que les femmes, parce qu'en fait, du coup, dans cette presse-là, pendant pas mal de temps, on vendait en fait des choses aux femmes, par exemple des pilules pour faire grossir les seins, des choses comme ça. Enfin, ça existait déjà. Et lui, en fait, à un moment, il fait des campagnes hygiénistes, donc à la fin du 19e siècle, morales, pour dire en fait, c'est pas possible de vendre ça aux femmes. Les femmes n'en ont pas besoin, etc. Et du coup, en fait, la question des besoins authentiques rejoint toujours une question genrée, qui est celle de ce que c'est l'authenticité des femmes, quelle place les hommes et les femmes ont. Et du coup, lui, c'est un protestant un peu voilà comme ça. Du coup, il dit non, mais on peut pas vendre ça aux femmes, c'est pas possible, ça les corrompt, il y a une histoire morale. Donc en fait, l'idée des besoins authentiques vient avec une idée très protestante qui se structure vraiment 1880-1890, quoi. Alors, du coup, pour répondre à votre première question, la précision sur le gifting, c'est-à-dire l'envoi de produits, ça redevient problématique parce qu'avant, en fait, on pouvait considérer ça comme un envoi presse. C'est-à-dire que, en fait,
on pouvait recevoir, les personnes qui travaillent dans la presse peuvent recevoir un produit, et notamment par exemple des places pour aller voir un match ou des choses comme ça. Et en fait, ça marchait pour des créatrices de contenu. Et en fait, le passage à la loi impose que dès qu'on reçoit quelque chose, dès qu'il y a un échange, il faut indiquer sous le terme de collaboration commerciale. Et en fait, c'est là que ça va générer un peu des zones d'incertitude pour les créatrices de contenu et qu'elles vont mettre en place en fait des stratégies pour y répondre. Ça, je ne l'ai pas dit parce que forcément, je n'ai pas le temps, mais c'est elles en fait qui vont développer les outils justement pour indiquer quel type de partenariat elles ont fait. Et donc en fait, il y a des moments super intéressants où par exemple, en fait, elles vont créer des visuels pour dire ça, je l'ai juste reçu en cadeau, je ne suis pas payée. Parce qu'en fait, ça c'est un gros cheval de bataille des créatrices de contenu, c'est on ne peut pas être payé avec juste des sommes de produits à essayer. On ne va pas payer notre loyer avec des crèmes, avec des shampoings, des choses comme ça. Et voilà, elles vont s'équiper, elles vont faire des visuels pour dire là j'ai été payé, là j'ai pas été payé, pour aller plus loin que juste collaboration commerciale. Et du coup, je reste sur les dénominations, mais cette fois-ci avec le nom qu'elles veulent se donner. Effectivement, j'ai utilisé beaucoup le terme d'influenceuse. C'est une façon rapide de ma part. Effectivement, on retrouve exactement la même chose que pour les critiques de théâtre dans le cas en fait des créatrices de contenu écolo. Elles, en fait, ce qu'elles veulent, c'est justement qu'on ne les appelle pas influenceuses. Elles disent « Non, moi je suis une créatrice de contenu engagée ». Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles refusent aussi l'appellation écolo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que si elles se disent écolo et que juste à un moment, elles achètent un produit qui n'est pas de saison, il suffit qu'elles fassent une photo et en fait, elles se prennent 40 commentaires sur pourquoi c'est pas écolo et en fait, tu dis écolo, nanana. Donc en fait, une façon de répondre aux critiques, c'est déjà de dire je suis pas une influenceuse, je suis une créatrice de contenu, j'ai une légitimité, j'ai une authenticité. Et 2, je suis pas vraiment écolo, je suis éthique, je fais du mieux que je peux. Voilà. Merci pour votre question. Merci. Oui, donc fort intéressant vos interventions. C'est vrai que la marge est un peu faible entre le passage de la pub à l'information. On a vu dans vos exemples comment contourner en faisant un texte dans lequel on va parler de l'antipour alors qu'à la base on parle d'un événement, d'un fait divers. Bon, en ce qui concerne donc les influenceuses, votre étude a porté sur justement des personnes qui sont censées avoir une éthique, avoir une démarche bien particulière pour se détacher de la masse. Mais malheureusement, la masse, c'est pas avec ces règles et cette volonté. C'est souvent des personnes qui sont peut-être moins formées, moins diplômées, et qui pensent que c'est leur avenir, que c'est un moyen d'avoir de l'argent facile. Et là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, parce qu'on voit dans l'actualité les dégâts que ça peut occasionner. Donc, est-ce que vous avez un peu fait un parallèle entre les deux dans vos recherches pour voir un petit peu les aspects de la chose ? Et en ce qui concerne donc la publicité qu'il y avait au début du XXe siècle, on est vite passé aussi, on recevait une période des échantillons. Donc il y avait moins de publicité sur des affiches ou sur la presse, mais on recevait des échantillons dans les boîtes aux lettres directement des entreprises, ce qui permettait de tester le produit. C'était moins coûteux, je pense, pour les entreprises, mais ça s'est vite arrêté parce que je pense qu'il y a tout un circuit qui fonctionne avec ces publicités, et on voit maintenant qu'on en est inondé dans les journaux. Il n'y a pratiquement plus d'informations et plus de pubs, parce que c'est vrai que les publicitaires payent la parution, mais comment on arrive à se détacher de ça ? Merci. Du coup, je réponds ça. Alors, merci beaucoup pour votre question qui est super intéressante dans le sens où, en fait, on a plein de types d'influence et c'est un espace en fait qui est très poreux avec plein d'autres sphères. Donc, par exemple, on a parlé des critiques littéraires, cinéma, théâtre. En fait, c'est un monde qui est à la frontière du marchand, qui est à la frontière de plein d'autres choses. Et en fait, on peut faire de l'influence, entre guillemets, de plein de choses. Et donc, j'ai effectivement, moi, travaillé sur l'écologie marchande, quoi, c'est-à-dire promouvoir des produits éco-responsables. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, dans un débat public, quand on pense aux influenceurs, on pense effectivement à des pratiques dangereuses,
à des personnes qui incitent beaucoup à la consommation. Et du coup, ce que vous me dites sur le fait que, dans mon cas, effectivement, je suis sur des personnes qui sont très diplômées, qui ont une certaine éthique et qui la transposent en fait dans leur profession. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que on n'a pas en fait que ces influenceurs qui font des pratiques trompeuses. En fait, la quasi-totalité des influenceurs, influenceuses, des créatrices de contenu, en fait, c'est des personnes qui sont attirées, comme vous avez dit, par les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est une forme d'entrepreneuriat qui attire, notamment parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il suffit d'un téléphone et qu'il suffit d'avoir des choses à raconter ou en fait, voilà, pour pouvoir en vivre. Et ça, en fait, ça attire beaucoup de gens, effectivement. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, en sens social, on se rend compte que ça marche pas juste comme ça. En fait, il faut avoir du temps pour pouvoir publier tous les jours. Il faut avoir de l'argent aussi pour s'acheter un téléphone ou même un appareil photo qui fait des belles photos. Il faut être formé aussi à ces visuels-là. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, par exemple, les personnes qui, en entretien, m'expliquaient gagner beaucoup d'argent, c'est souvent les plus diplômés et qui ont aussi des sous de côté, de l'argent de côté. Et donc, en fait, c'est un espace sur lequel, et qu'on retrouve un peu dans beaucoup d'espaces sur l'indépendance, des choses comme ça, on voit le 1%. Et après, en fait, c'est des personnes qui ont des audiences très faibles, qui font très peu de partenariats, qui, du coup, maintenant sont soumises à une loi qui est très bien et des choses comme ça. Mais en fait, c'est un espace surtout sur lequel il y a très peu d'argent. Et c'est un espace qui permet à très peu d'en vivre. En fait, on a vraiment une minorité qui s'en sort. Voilà, merci. Donc, concernant vos deux excellentes communications, il y a deux questions que j'aimerais vous poser. D'une part, la dimension esthétique de la publicité sur laquelle vous ne vous êtes pas étendu, donc, parce que c'est elle aussi qui fait vendre, c'est la valeur ajoutée dans l'information, et c'est elle-même une information. Et puis d'autre part, je voudrais savoir si ce que pourrait être pour vous, selon vous, un contre-discours publicitaire, puisque toute publicité invite à la consommation, même si c'est une consommation à caractère écologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Tu veux répondre à quelque chose ? Sinon, non, j'ai 2-3 éléments. En fait, encore une fois, moi, la publicité, je l'ai étudiée dans son rapport avec les relations publiques qui naissent donc après la Première Guerre mondiale et qui ne sont pas vraiment une technique, qui sont une nouvelle technique de persuasion qui n'a pas trait forcément à la question du message, de l'imprimer, mais à la question de comment créer des événements, comment faire en sorte d'intervenir dans la société pour faire en sorte que les gens pensent, que les journalistes s'emparent d'une actualité qu'on a créée nous-mêmes. Et du coup, là, la question esthétique, elle rejoint plutôt la question théâtrale, par exemple. Et il y a beaucoup de mises en scène théâtrales qui sont censées reproduire un quotidien authentique dans lequel on ne se dit pas, tiens, c'est bizarre, ça a l'air d'être un coup monté, etc. Après, juste une information quand même, c'est que dans la publicité, donc à la fin du XIXe siècle, les agences nationales de publicité se structurent. Il y en a qui existent depuis assez longtemps. Et en fait, c'est qu'à partir de 1890 que des départements de création s'ouvrent dans les agences. Avant, on ne s'intéressait pas au message et à la forme, etc. Et on disait même que c'était l'idéal du plain spoke, c'est-à-dire que la vérité de la publicité résidait dans le produit lui-même. On n'avait pas besoin de faire quelque chose avec. Et c'est qu'à partir de 1890 que des départements de création s'ouvrent dans les agences de publicité et qu'on se met à penser vraiment la forme du message. Et là, ça devient de plus en plus spécialisé, etc. Voilà. Et après, sur la question de la contre-publicité, moi, je pense que la question, c'est plutôt quel espace public on veut, quoi. Un discours de contre-publicité, c'est plutôt il faut déplacer le curseur sur qu'est-ce que c'est qu'un espace public, et là c'est une question vraiment large, et qu'est-ce que c'est que des publics, qu'est-ce que c'est que un échange, etc. Et ça, moi, c'est un long débat, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, dès les années 20... Pardon ? Est-ce qu'il y aurait simplement la place dans l'espace public pour un contre-discours publicitaire ? Il y en a eu beaucoup, ouais, il y en a eu beaucoup.
il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et il y en a encore maintenant. Il y a même des gens en fait qui revendiquent en fait l'idée de retirer de la publicité de l'espace public. Il y a voilà, c'est le mouvement anti-pub. Oui, voilà, il y a le mouvement anti-pub. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque mouvement social où on se réapproprie l'espace public, eh bien, les publicités sont systématiquement cassées ou remplacées. Donc, on identifie bien en fait la publicité comme quelque chose qui vient menacer l'espace public toujours. Et ça, c'est ça date pas d'aujourd'hui. C'est juste que maintenant, on casse la pub parce qu'elle est un peu partout. Avant, elle était plus localisée, etc. Mais voilà. Donc, sur cette question-là, je sais pas exactement comment vous répondre, mais j'ai l'impression qu'il existe déjà et qu'il prend des formes différentes, quoi. Voilà. Bon, pour répondre très très vite, parce que pareil, pour l'instant, j'ai pas l'impression, en tout cas sur ce que j'ai étudié, qu'il y a vraiment un contre-discours. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est exactement les mêmes formes de critiques. Donc dans les commentaires, en fait, les gens se saisissent des commentaires pour critiquer les formes de publicité qui sont mises en place par les personnes que j'enquête. Voilà. Et j'ajoute que juste la publicité a souvent été critiquée aussi comme étant une institution du capitalisme, et donc le mouvement anti-pub aussi. Oui, mais donc la critique existe, pour répondre aussi à votre question. Merci. Donc, la publicité est-elle l'ennemi de l'information ? Je pense que la publicité, c'est de l'information, comme ça a été dit tout à l'heure. Enfin, ça l'était. Ça l'est moins, quoi. Regardez comment on vend les voitures. On ne sait pas ce qu'il y a dans le moteur, on ne sait pas, etc. On nous vend du rêve, quoi, dans les déserts, enfin bon, on voit tout ça, ou même dans des montages avec l'IA. C'est fabuleux. Bon, voilà. Mais je pense que la publicité peut devenir, si l'on est ennemi, en tout cas, comment dirais-je, oui, quelque part, un ennemi de l'information. C'est lorsque vous avez des imprimeurs qui... Des grosses entreprises, et c'est surtout celles-là qui ont d'énormes budgets, achètent par page entière. Comment un des journalistes peut expliquer, voilà, faire une enquête comme le fait un journal indépendant comme Mediapart, sans publicité, ou comme le Canard enchaîné, sans publicité? Comment peut-il faire pour résister voilà. Imaginez un scandale d'assaut, terrible sur une vente à une société badadi badada à l'étranger qui n'est pas très belle et tout ça, ou autre chose d'ailleurs. Comment faire, quoi? Comment faire? Donc, ça joue. Toutes les rédactions vous diront qu'effectivement, voilà, là, il y a un bémol. Ça fait partie du business et ça met en cause, évidemment, un système. C'est évident. Qui n'est pas parfait. Loin de là. Merci. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait forcément de questions, donc merci. Mais du coup, voilà. Entre les agences officielles et puis ces influenceuses, et comment se négocient les contrats avec les entreprises, même si on est écologique. Oui, ça, je peux y répondre. Alors, en fait, il faut vraiment penser ça comme un marché qui est émergent. Alors, maintenant, qui commence quand même à être bien implanté, mais il y a plusieurs acteurs, actrices. Donc, en fait, il y a effectivement ces agences qui existaient avant, en fait. Et il y a ces acteurs publicitaires, ces actrices publicitaires émergentes que sont les créatrices de contenu, même si, bien sûr, maintenant, c'est plus si émergent que ça. Et donc, il y a à la fois, effectivement, des coopérations, des concurrences. Et même entre agences et surtout entre créatrices de contenu. Voilà. Alors, dans le cas de ma thèse, moi j'ai travaillé beaucoup plus sur les créatrices de contenu. Et un résultat que j'ai, c'est qu'en fait, les 3/4 d'entre elles, et encore une fois, c'est lié à cette population-là, avec des personnes en fait, qui commencent, qui s'en sortent pas vraiment, qui n'arrivent pas à faire grandir leur audience, elles n'ont pas en fait, l'argent, elles n'ont pas la notoriété pour avoir recours à une agence d'influence. Voilà. Donc dans les personnes sur lesquelles j'ai enquêté, il y en a très peu au final qui sont démarchées par une agence d'influence voilà, pour venir les voir. Donc ça c'est quelque chose qui est important, mais il y en a qui existent et en fait ça leur fait gagner beaucoup de temps de travail puisqu'en fait l'agence s'occupe pour elles du coup de trouver des entreprises, de machin. Et ça intéresse beaucoup les agences en fait d'avoir
une créatrice de contenu écolo dans leur book de créatrice de contenu. Il y a des agences éthiques. Et moi, j'ai pu rencontrer en fait deux enquêtés qui travaillaient, qui avaient ouvert leur agence. Ces 2 agences sont malheureusement fermées faute de revenus. Voilà, c'est un espace en fait sur lequel les trajectoires, les carrières sont très rapides parce qu'en fait, on essaye, on n'y arrive pas, on s'en va, on fait autre chose. En fait, voilà, c'est des carrières d'indépendance qui bougent comme ça. Mais sinon, voilà, il y a des grosses agences qui ont une personne qui fait de l'écologie parce qu'en fait, du coup, elles ont cet aspect-là qu'elles peuvent mettre en avant. Et donc ça, c'est plutôt sur les relations qui peuvent exister entre ces 2 personnes, enfin ces 2 types d'actrices marchandes. Et lorsqu'on s'intéresse du coup aux relations entre créatrices de contenu, si c'était bien votre question, un résultat de ma thèse, c'est de montrer en fait que normalement, en fait, les créatrices de contenu écolo, elles auraient intérêt un peu à se faire concurrence. Elles auraient intérêt à essayer d'avoir les partenariats parce qu'il n'y en a pas énormément en fait. Et au final, non. Quand on se rend compte qu'elles engagent entre elles de grosses relations de coopération. Et en fait, là, ça rejoint un résultat en sciences sociales qui est de montrer que les acteurs du marché, ils coopèrent beaucoup, justement pour qu'une bonne concurrence puisse se faire. Et donc, en fait, elles vont échanger entre elles, à la fois en fait, des façons de faire, donc en fait, comment on fait un poste, administrativement on s'inscrit en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on déclare pour les impôts, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, ça, c'est énormément d'échanges, énormément en fait, d'échanges gratuits par ailleurs. Voilà. Il y a aussi des cas où en fait, une créatrice de contenu, on lui propose un partenariat rémunéré, elle n'a pas le temps, pour une raison X ou Y, et elle va renvoyer vers d'autres créatrices de contenu. Et en fait, ce faisant, elle crée à la fois des relations d'entraide qui vont servir plus tard, mais aussi en fait une cohérence généralisée de l'ensemble. Et ça leur permet en fait de faire émerger leur marché à elles, leur espace professionnel. Et en fait, du coup, de dire, il y a celles qui sont bien éthiques et en fait on se connaît et je peux vous renvoyer vers des personnes éthiques, ça permet en fait de créer la cohérence un peu de cet espace professionnel là. Et vous aviez une dernière question sur comment en fait on échange avec l'entreprise. Alors du coup, dans le cas où il n'y a pas d'agence, c'est l'entreprise qui contacte, qui envoie un mail. Et en général, il y a 2 types d'entreprises. Soit celles qui ont l'habitude de travailler avec les créatrices de contenu et qui du coup vont avoir un mail qui est très formel. Voilà, enfin formel, on se comprend, mais qui vont aussi avoir en fait des budgets derrière. Voilà, et donc ils vont proposer une rémunération. Et sinon, en fait, c'est souvent ce que les créatrices de contenu vont beaucoup dénoncer, c'est des mails envoyés à 100 personnes en même temps. Avec voilà, on est une entreprise, on aimerait que tu mettes en avant ça, machin. Et donc en fait, c'est un échange de mails qui s'établit. Des fois, il y a des devis qui sont faits, très souvent d'ailleurs. C'est aussi une façon de montrer son caractère professionnel. Okay. Et voilà. Et du coup, il y a des devis qui sont faits. Et du coup, ils échangent. Et si elle est d'accord, il y a une rémunération. Voilà. Ouais. Oui. On va prendre une autre question. Merci. J'aurais 2 questions. La première, c'est concernant ce bureau d'information sur le tabac, qui je trouvais une anecdote quand même assez amusante. Et je ne sais pas si je tire le fil trop loin, mais est-ce qu'il y a une généalogie derrière avec tout ce qui va être la désinformation concernant justement les méfaits du tabac qui va être opéré par les acteurs économiques du milieu dans les décennies qui vont suivre? Et ma deuxième question concernant cette fois-ci le milieu de l'influence. Qu'en est-il quand il ne s'agit pas d'influence pour des produits ou des marques, mais par exemple pour des mouvements politiques ou même de la communication gouvernementale? Est-ce que c'est également encadré par la loi? Est-ce qu'il y a également des règles qui doivent s'appliquer? Merci pour la question. Alors, la généalogie, elle existe. Sur le tabac, mais en fait sur la production d'ignorance en général. En gros, Bernays, il arrête de travailler en 1936 pour l'industrie du tabac, mais il invente beaucoup de méthodes qui vont être reprises après dans les années 50. Et ça, on le voit directement, et notamment la production, en fait, notamment la manipulation de la science. C'est-à-dire que dès les années 20, 29, 30, 31, 32, Edward Bernays, en plus de connecter la cigarette à l'émancipation des femmes, il connecte la cigarette à la santé. Et ça, c'est quelque chose que les relations publiques vont apporter, même si ça existait un peu déjà avant. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver à déjouer le jeu de la science, c'est-à-dire qu'il va prendre des médecins, leur demander de publier des choses dans des revues scientifiques, il va créer un comité d'hygiène,
Sur la cigarette, il va faire en sorte qu'on pense que la cigarette, ça désinfecte la gorge. Il va produire de la littérature scientifique dessus. Et en fait, il va faire la même chose pour d'autres produits plus tard, mais lui, il arrête avec l'industrie du tabac. Mais l'idée que en fait, le discours d'autorité de la science peut être mis au service de la production d'ignorance. Alors, production d'ignorance, ça veut dire qu'en fait, lui, par exemple, dès 1933, il sait que la cigarette est nocive, mais il continue à travailler et il dit même il faut enterrer cette information. Voilà, il le dit comme ça. Et après, quand même, il va arrêter malgré tout. Mais voilà, enfin, je veux dire, en fait, on produit de l'ignorance parce qu'en fait, on a une information qu'on cache et on dit même l'inverse. On essaie de faire en sorte que ce soit de la santé, etc. Donc oui, il y a une généalogie claire. Hein. C'est ce qu'on appelle les marchands de doute dans les années 50, 60, 70, qui produisent du doute sur la science, sur la vérité, etc. Et d'ailleurs, il y a une généalogie encore plus claire entre les acteurs qui créent de la désinformation sur le tabac et les acteurs qui créent de la désinformation sur le réchauffement climatique. Ce sont les mêmes qui se reconvertissent dans les années 90-2000. On voit les mêmes acteurs circuler comme ça, voilà. Je ne sais plus quelle était votre autre question, mais je laisse la parole à... Une question sur l'influence politique ou d'autres espaces. Alors, la loi sur l'influence, c'est vraiment l'influence digitale à vocation commerciale. Donc, elle encadre, en fait, elle encadre que les prescriptions rémunérées et en lien avec la consommation. Voilà. Mais en fait, ça pose vraiment une autre question qui est celle en fait de ces espaces numériques qui sont très poreux en fait entre eux. Quand est-ce qu'on fait du politique, quand est-ce qu'on fait du marchand, quand est-ce qu'on fait un engagement, voilà. Donc c'est aussi ça l'enjeu et qui voit en fait, on a un peu du mal à fixer les limites. Oui, je voulais terminer par une remarque un peu provocatrice, mais donc le titre c'est « La publicité est-elle l'ennemi de l'information ?» Tu as cité tout à l'heure Émile de Girardin, et on sait très bien qu'avec l'histoire du double marché, c'est aussi beaucoup les médias et l'information qui sont développés grâce à la publicité. Et on le sait d'autant plus qu'aujourd'hui, le problème qui se pose à pas mal de médias, c'est que ce marché publicitaire a été capté par les GAFAM, et que du coup les recettes publicitaires n'arrivent plus dans leur poche, et que du coup ça a créé des difficultés pour faire fonctionner ces médias et pour faire fonctionner l'information dans le cas de ceux qui produisent l'information. Et je le dis ça d'autant plus que là on arrive à un nouveau stade avec l'intelligence artificielle, puisque vous le savez peut-être, mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le passage en gros des moteurs de recherche au chatbot. Ça veut dire que toute une partie de l'économie des médias qui s'est assise sur ce qu'on appelle l'économie du lien, c'est-à-dire le fait que via Google et autres, en fait, les gens cliquent, mais ça finit par apporter des recettes publicitaires aux médias. Avec l'intelligence artificielle, les chatbots, etc., il y a une forte chute actuellement déjà aux États-Unis de cette économie du lien, ce qui veut dire des recettes en moins pour les médias et donc une menace aussi pour le journalisme et l'information. Donc voilà, pour dire que je ne suis pas du tout quelqu'un qui va ne pas avoir non plus les aspects négatifs de la publicité et des frontières parfois poreuses entre la publicité et l'information, mais il ne faut quand même pas non plus oublier ce versant-là parce qu'il est loin d'être négligeable, surtout pour l'économie du secteur. On aura l'occasion d'avoir une dernière question. J'avais juste une question sur, du coup, est-ce que j'ai compris, la publicité dans les médias traditionnels, journaux, etc., est bien réglementée depuis longtemps. Et du coup, maintenant, il y a la nouvelle loi pour les influenceurs, influenceuses. Et je voulais poser la question sur des acteurs qui peuvent être un peu entre les deux. Là, j'ai en tête, par exemple, Hugo Décrypte, qui est journaliste, mais qui a fondé son média sur les réseaux sociaux. Et qui fait des publicités. Du coup, il mentionne, je viens de vérifier son Insta, collaboration commerciale, mais c'est quand même lui qui, comme s'il présentait une info, présente une publicité. Là, il tombe sous quelle réglementation? Comment ça se passe pour ce genre de journaliste, du coup? Alors, merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre, mais en fait, n'étant pas experte non plus encore de ça, n'étant pas experte du tout, je ne sais pas dire, mais en fait, dès qu'il y a un échange commercial, dès qu'en fait vous êtes payé pour parler d'un produit ou gifté, normalement il faut l'indiquer maintenant sur les réseaux sociaux.
Donc c'est ce que fait Hugo Décrypte a priori, et ça tombe en fait dans le domaine du marchand. Mais je trouve que ça soulève encore quelque chose d'intéressant sur justement en fait, ces mondes-là, leur façon dont ils se financent, la façon dont ils sont regardés aussi. C'est vrai que c'est assez intéressant. Merci. S'il n'y a pas de dernière question, on va pouvoir s'arrêter là. On vous remercie Merci chaleureusement d'être venu. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur place. Et on remercie le HESS et la ville de Marseille aussi pour l'organisation, le musée qui nous accueille sans rien demander en échange, très gentiment. Et voilà, on vous souhaite une bonne suite de festival, puisque c'est que le 2e jour et que ça continue tout le week-end. Au revoir.